juste quelques éléments de présentation. On va enregistrer la session pour que juste tout le monde les sache. Et nous aurons autour de 15 minutes de présentation de professeur Eyale, et ensuite nous aurons les temps d'échange dans cette session. Alors, je pense que pour tout le monde, vous me connaissez, c'est Patrick Bakingela de l'Université protestante au Congo. Aujourd'hui, nous commençons cette session avec un thème assez intéressant, les défis du système LMD dans les universités en République démocratique du Congo. Alors, très rapidement, avant d'accorder la parole à notre hôte de ce matin, je veux simplement vous dire brièvement qui est professeur Bossela, professeur Eyale. Donc, professeur Bossela, il est juste... en fait, il a fait ses études universitaires à l'IPEN à l'époque, pas UPEN, mais IPEN. Il a obtenu son graduat en histoire et sciences sociales. Et ensuite, il a continué sa licence en sociologie. C'était à l'ULK. Et puis, il a fait un master en théologie à Nairobi International School of Theology au Kenya. Et puis, il a eu un PhD en éthique théologique à l'Université de l'Afrique du Sud, UNISA. Et de 2010 à 2016, il fut recteur de l'International Leadership University au Burundi et membre du comité de pilotage de l'assurance qualité du Conseil interuniversitaire de l'Afrique de l'Est, qui englobe notamment 106 universités et instituts, notamment le Kenya, Burundi, Tanzanie, Ouganda, Rwanda, Soudan du Sud. Donc actuellement, il enseigne à l'ISP Gombe et aussi à Leadership Academy University ici à Kinshasa. Il est aussi examinateur externe de thèses de master et doctorat à l'Université de l'Afrique du Sud, UNISA, et à Northwest University, aussi en Afrique du Sud. Il est directeur du département de... il est directeur du département de théologie, relations interconfessionnelles et développement du leadership au sein de la conférence des églises de toute l'Afrique, CETA, et membre du comité de pilotage de la plateforme de confession religieuse en charge de l'Afrique centrale. Donc voilà, juste pour la petite présentation, nous allons accorder bientôt la parole au professeur pour qu'il nous fasse sa présentation. Je vais simplement demander à tout le monde, d'ailleurs je veux à tout le monde juste de fermer votre micro pour éviter le bruit. Comme ça, nous accordons la parole au professeur pour juste sa communication. Vous avez 15 minutes, professeur. Merci beaucoup, professeur Patrick, pour l'opportunité que vous me donnez pour essayer un peu d'échanger au sujet d'un thème aussi important. Et il faut le dire qu'il sera difficile, si pas impossible, d'épuiser tout ce qui concerne le système ou le processus de Bologne, LMD, dans 15 minutes. Mais nous allons essayer un peu de brosser, donner un peu de généralité concernant, n'est-ce pas, ce processus qui est en train de prendre de l'ampleur, même dans notre continent. Je vais essayer de parler de ce processus en introduisant, en donnant l'arrière-plan historique, et je vais aussi parler du fait de comprendre le processus lui-même. Je parlerai aussi des notions des STS, c'est-à-dire le système européen de transfert de crédit,
Et enfin, je veux clôturer avec le défi, n'est-ce pas, du processus de Bologne ou le système LMD. LMD tient pour licence, master et doctorat pour les francophones et BMP, c'est-à-dire Bachelor, Master et PhD pour les anglophones. C'est un processus ou un système d'apprentissage centré sur l'étudiant. Cela veut dire que l'étudiant est au centre de sa formation. L'étudiant contribue en grande partie pour sa formation. L'enseignant, dans ce cas, n'est-ce pas, joue beaucoup plus le rôle de facilitateur. Alors, il faut comprendre que LMD est un processus de transformation qualitative pour les étudiants, et cela dans un environnement d'apprentissage qui vise, n'est-ce pas, à améliorer leur autonomie, mais aussi leur capacité critique, et cela grâce à une approche basée, n'est-ce pas, sur les résultats d'apprentissage, bien sûr. Alors, ces concepts LMD pourraient bien être synthétisés par les éléments suivants. Le tout premier, c'est le recours à un apprentissage actif plutôt que passif. Cela veut dire, comme je venais de le dire, l'étudiant n'est pas un simple récipiendaire, mais il contribue lui-même à sa formation. Eu égard à la flexibilité ou au choix qu'il doit avoir, il doit jouer un rôle important dans sa formation. Et deuxièmement, il y a l'accent qui est mis sur l'apprentissage et la compréhension critique et analytique. Ça veut dire le système fait de l'étudiant un penseur critique. L'étudiant n'est pas quelqu'un qui est borné, mais ça aide l'étudiant à avoir une pensée critique et relationnelle. Et troisièmement, il y a la responsabilité, n'est-ce pas, et la responsabilisation accrue de l'étudiant. Quatrièmement, il y a l'aspect, n'est-ce pas, de l'autonomie accrue de l'étudiant. Et cinquièmement, il y a un regard réflexif sur le processus d'apprentissage et de l'enseignement de la part, n'est-ce pas, des étudiants et des enseignants, les deux. Parlons un peu de l'arrière-plan historique. LMD, appelé aussi le processus de Bologne, a été conçu, n'est-ce pas, comme une étape importante pour l'harmonisation de l'enseignement supérieur dans l'espace européen. Et tout est parti, n'est-ce pas, de la déclaration de Sorbonne en 1998. Et c'était lors de 800e anniversaire, n'est-ce pas, de l'Université de Paris, où les ministres de l'Éducation de la France, de l'Italie, de l'Allemagne et la Grande-Bretagne avaient émis une déclaration commune avec la velléité, n'est-ce pas, de la création d'un espace européen d'éducation supérieure. Tout est parti de là. Alors, l'écho de la dite déclaration fera appel à la déclaration de Bologne en 1999 par les ministres de l'Éducation nationale de 29 pays européens. Et au fil du temps, nous allons voir que le nombre de pays adhérents passera à 47. Cela va inclure les pays, n'est-ce pas, qui sont en dehors de l'espace européen. Et va s'en suivre la conférence ministérielle de Prague en 2001, où les pays tels que la Croatie, le Chypre, la Turquie ont été acceptés. Puis la conférence de Berlin en 2003, avec l'adhésion de 7 autres pays, c'est-à-dire l'Albanie, l'Andorre, Bosnie-Herzégovine, le Saint-Siège, la Serbie, Monténégro, la Macédoine et la Russie. Et ensuite viendra en 2005 la conférence ministérielle de Pergame, en Norvège, et la conférence ministérielle de Londres en 2007, la conférence de Louvain-la-Neuve en 2009, et celle de 2009 a eu lieu pour essayer d'évaluer les 10 ans
d'implémentation, n'est-ce pas, du système de Bologne et en fait la conférence de Bucarest en 2012. Donc, je vais essayer de m'arrêter jusque-là. Donc, toutes ces conférences pavaient, n'est-ce pas, le chemin pour la mise sur pied du processus précité, c'est-à-dire le processus de Bologne, dans les différents aspects. Et vous allez remarquer qu'une sérieuse préparation et des discussions profondes entre différents pays de l'espace européen avaient été engagées. Ce n'est pas quelque chose qui est venu du jour au lendemain, mais il y a eu des discussions, n'est-ce pas, qui ont été engagées et dans tous les aspects. Mobilité, aspect concurrentiel, aspect professionnel. Donc, les discussions ont tourné sur tous ces aspects et liés, n'est-ce pas, à l'enseignement pour lesquels ils sont appelés à harmoniser. Comprendre le processus de Bologne, LMD. L'implémentation, n'est-ce pas, de LMD est une étape très importante pour l'harmonisation, n'est-ce pas, de l'enseignement supérieur dans l'espace européen. Et dû à l'aspect compétitif que revêt le système, ce système offre aussi un enseignement de qualité tant dans l'aspect de recherche que dans la professionnalisation. Dans l'espace européen, la création, n'est-ce pas, de nouvelles filières de formation ont essayé d'élever, n'est-ce pas, les niveaux de compétitivité et ont attiré, n'est-ce pas, les financements de la part, n'est-ce pas, des entreprises. Donc, la structure LMD est basée sur la réforme de l'enseignement de matières suivantes. Il y a le tout premier cycle, le cycle de licence, qui a été revu pour 3 ans, avec 6 semestres et 30 crédits, et ce qu'on appelle ECT, donc le système européen de transfert de crédits. Donc, un semestre avec 30 à 30 crédits, et ce qui fait un total de 180 crédits, c'est-à-dire le cycle de licence pour 3 ans à 6 semestres, chaque semestre à 30 crédits, et cela donne 180 crédits pour terminer ce cycle. Nous avons ensuite le deuxième cycle, le cycle de master, pour lequel la durée est de 2 ans, avec 4 semestres et 30 crédits, et ce qui fait un total de 120 crédits. Et aussi le cycle de doctorat, qui part de 3 ans, avec 6 semestres, 30 crédits, chacun, ce qui fera un total de 180 crédits. Et j'aimerais ici ouvrir une parenthèse ici. Donc, il y a des filières qui vont au-delà de 3 ans, surtout les filières techniques qui vont au-delà de 3 ans. Il y a technique, il y a médecine, et ça va un peu, ça ne va pas comme les arts. Donc, je vais ouvrir seulement la parenthèse à ce niveau-là. La formation est organisée en ce que nous appelons unité d'enseignement. Et la validation est faite non sur un élément constitutif, que nous appelons communément le cours, mais la validation est faite sur l'unité d'enseignement. Et une unité d'enseignement peut avoir dans son sein 2 ou plus des éléments constitutifs ou plus de cours. Donc, chaque unité d'enseignement doit avoir des objectifs qui sont généraux, mais aussi des objectifs qui sont, n'est-ce pas, spécifiques. Donc, l'accent dans LMD est aussi, n'est-ce pas, mis au niveau des objectifs des unités d'enseignement. Les cours, chaque cours ou élément constitutif doit avoir des objectifs spécifiques. C'est-à-dire, à la fin du cours, l'étudiant doit être en mesure de ABCD. Donc, ça doit être clair, de telle sorte que l'étudiant, quand il va compléter même sa formation, on verra plus tard dans la répartition des temps, et il doit savoir c'est à quoi l'on s'attend de lui. Donc, les unités, n'est-ce pas, d'enseignement. Nous prenons par exemple une unité d'enseignement qui est appelée par exemple économie et statistique. Une unité d'enseignement qui peut avoir par exemple 9 crédits. Et dans cette unité d'enseignement, qui a par exemple 2 éléments constitutifs, appelés cours,
nous pouvons avoir statistiques descriptives ou initiation à la macroéconomie. Donc, dans les 9 crédits, la répartition fera en sorte que la filière de l'étudiant, si cette filière est économie, on va attribuer beaucoup de points ou beaucoup de crédits, je voulais dire, sur les 9 à l'aspect économie et statistique prendra peut-être moins. Il en est de même, par exemple, dans l'unité de l'enseignement comme histoire des religions, on sait qu'on la théologie, par exemple, on peut donner 12 crédits pour cette unité d'enseignement. Alors, dans la maquette qui sera faite, on doit voir combien de crédits on doit attribuer à l'histoire du christianisme, qui est un élément constitutif, combien de crédits on doit attribuer à l'islamologie, l'islamologie doit prendre combien de crédits, et combien de crédits on doit donner, n'est-ce pas, aux religions traditionnelles africaines. Donc, la répartition s'est faite sur base du choix que l'étudiant a pris, de la filière que l'étudiant a choisie. Mais la validation, je le répète ici, est faite sur l'unité d'enseignement et non sur le cours ou élément constitutif. Cela veut dire quoi? Si une unité d'enseignement a 9 crédits et le total en termes de points, on dit 20 points pour que l'étudiant passe, on verra le total qu'a obtenu l'étudiant, mais on ne verra pas l'échec qui est là-dedans parmi les éléments constitutifs. S'il y a des cours, 3 cours qui constituent une unité d'enseignement, l'étudiant a échoué dans un cours, même si cet échec est profond, mais on verra le résultat final, c'est-à-dire combien il a obtenu pour cette unité d'enseignement. Et si l'unité d'enseignement est validée, elle est validée pour toute la vie. Elle ne change pas. Et l'étudiant peut aller partout où il peut aller. Il ne peut pas reprendre ce cours-là. Mais quand même, il y avait un échec là-dedans, parce qu'il y aura aussi l'aspect des passerelles sur ce que l'étudiant veut choisir et continuer. Mais l'étudiant garde cet acquis, c'est un acquis à vie, cette unité d'enseignement que l'étudiant a réussi. Parlons un peu des notions du système européen de transfert de crédit. Un crédit est défini comme une unité de valeur qui permet de comptabiliser les savoirs et les connaissances en fonction du poids de la matière et du temps d'apprentissage. La répartition du temps de crédit peut varier d'une institution, n'est-ce pas, à une autre. Un crédit a normalement 24, disons 25 à 30 heures. Un crédit a une valeur de 25 à 30. Et cette valeur, ça dépend du choix maintenant de l'institution. L'on peut choisir de prendre une unité, un crédit à 25 ou un crédit à 30. Et rappelez-vous que, à la fin des comptes, parce que l'LMD, c'est la semestrialisation, et chaque semestre doit avoir 30 crédits, peu importe le temps qu'il faut allouer à un crédit. Prenons le cas d'un crédit de 25 heures, un crédit à 25 heures. Et nous avons la répartition comme les heures présentielles et les heures de recherche. Comme l'étudiant joue un grand rôle dans sa formation, dans ce système, souvent, le temps alloué à l'enseignement présentiel est moins que le temps de recherche. Ça veut dire qu'on peut avoir 25, un crédit à 25 heures, l'étudiant aura 10 heures de l'enseignement présentiel, ça présente devant l'enseignant, et puis il a 15 heures de recherche. Mais quand on fait l'horaire, le temps de recherche n'apparaît vraiment pas, mais ce qui apparaît, c'est le temps présentiel de la présence de l'étudiant. Un élément constitutif pour les cours de 3 crédits va représenter, n'est-ce pas, 30 heures de présentiel et 45 heures de recherche, de travaux personnels, n'est-ce pas, de l'étudiant. Donc, comme je l'ai dit, une fois
Une unité d'enseignement est validée, elle est validée pour toute la vie et peut être transférable plutôt dans n'importe quelle université, tant au niveau régional que régional, national ou international. Comme le temps nous presse, quels sont les défis du système LMD pour les universités, n'est-ce pas, congolaises? Et comme nous l'avions signalé, LMD est un système d'enseignement de qualité qui exige, entre autres, la proximité de l'étudiant et de l'enseignant. Ça exige aussi l'autonomisation de l'étudiant, le développement des compétences, etc. Donc, nous voulons aussi signaler qu'un enseignement de qualité a des prérequis. Quels sont les éléments qui peuvent se constituer comme obstacles ou défis à relever pour l'implémentation de ce système dans nos universités congolaises? La première chose, c'est la gestion des effectifs. Nous avons des effectifs pléthoriques dans nos universités. Alors, la question serait comment peut-on gérer avec proximité les étudiants dans une salle de classe de 1000 étudiants? Comment se feront les évaluations continues dans une telle classe? Parce qu'il n'est pas seulement ici le cas de donner une interro, des interros puis l'examen, mais il y a par exemple des lectures. Il y a le résumé, n'est-ce pas, des lectures que l'étudiant doit remettre. Et il y a les interros, il y a l'examen, il y a plusieurs façons de faire, n'est-ce pas, l'évaluation. Mais c'est un défi, pourquoi? Parce que la plupart des universités tiennent coup avec le minerva que payent les étudiants, les frais, n'est-ce pas, que payent les étudiants. Avoir un petit nombre d'étudiants ne va peut-être pas permettre à l'université d'opérer comme il se doit. Avoir aussi un pléthore, ça ne va pas aider à avoir une formation de qualité comme recommande le LMD. Donc, c'est un défi à relever. D'autant plus que la plupart des universités ne reçoivent pas la subvention de l'État. Le pouvoir organisateur, qui est l'État, n'arrive pas à mettre le budget conséquent au niveau de l'enseignement supérieur. Le deuxième élément, ce sont les difficultés des infrastructures. Les laboratoires sont quasi inexistants, mais aussi non équipés pour les institutions qui en ont. Les auditoires et les salles de classe sont insuffisants. Parce que nous voulons donner un enseignement de qualité, il ne faudrait pas que l'étudiant entende seulement ce que sont, n'est-ce pas, les analyses de laboratoire au niveau de syllabus ou quoi, de livres, mais qui n'arrivent pas à expérimenter. Parce que nous avons un problème sérieux au niveau des laboratoires. Et vous verrez même, je vais peut-être par le troisième point ici, qui est la difficulté d'accéder à une documentation de qualité. Et une documentation de qualité, une documentation multiforme et qui serait abondante pour les étudiants, mais aussi pour les enseignants. Et vous remarquez que rares en RDC sont les étudiants qui, à la fin de leurs études, se font constituer une petite bibliothèque. Et souvent, les travaux de fin d'études ou de mémoire, ces travaux sont faits avec des sources secondaires. Ils n'ont pas accès direct, n'est-ce pas, aux ressources, à la documentation voulue. Pas de bibliothèque. Et quand vous lisez les travaux des étudiants, vous verrez que ces travaux, les dates des ouvrages sont au-delà de 10 ans. Donc, c'est un peu obsolète. Et ça pose un problème. Si nous voulons l'excellence dans nos recherches, dans ce que nous faisons comme recommande, n'est-ce pas, le système LMD. Il y a aussi la difficulté, n'est-ce pas, de la mobilité. C'est ça, on va rencontrer ça certainement. La difficulté de la mobilité des étudiants et des chercheurs, parce que LMD envisage le mouvement. Il doit y avoir le mouvement, la mobilité des étudiants et aussi des chercheurs et des enseignants. Les étudiants
qui sont à Kinshasa peuvent quitter l'université à Kinshasa au niveau national, il va prendre un semestre à Lubumbashi et il va rentrer pour continuer, il va à Kisangani et consort. Ou alors, il va quitter, n'est-ce pas, Kinshasa et il va à Abidjan pour le programme, ce programme d'échange de mobilité pour avoir une unité d'enseignement là-bas et rentrer et continuer normalement. Quand la difficulté se pose au niveau, n'est-ce pas, de budget institutionnel, au niveau des universités, où est-ce qu'on pourra avoir l'argent pour la mobilité des étudiants et des enseignants? Parce que ça fait partie intégrante, n'est-ce pas, du système LMD. Donc, il y a des difficultés financières. Et en Europe, on a pallié à la situation avec la bourse d'Erasmus Mundi. Il y a les fonds disponibles pour que les étudiants exercent la mobilité et pour que les enseignants et les chercheurs puissent en faire autant. Donc, cette difficulté, c'est un grand défi, ce manque de finances pour arriver à la mobilité des enseignants et des étudiants. Et nous avons aussi le manque d'adhésion à un cadre régional ou un cadre de certification et d'assurance qualité. Nous ne pouvons pas nous-mêmes clamer et dire très haut que voilà, notre enseignement est de qualité, sans que cela puisse être examiné. Et cela se fait au travers, n'est-ce pas, des cadres. Ici, je parle d'un cadre scientifique et académique qui peut être intergouvernemental ou privé. Intergouvernemental, à l'instar, par exemple, du Conseil interuniversitaire de l'Afrique de l'Est, comme je l'ai dit, qui est composé de 106 universités et dans 6 pays. Et là, il y a toute une organisation intergouvernementale qui s'appelle Inter-University Council for East Africa, le Conseil interuniversitaire pour l'Afrique de l'Est. Et le bureau est à Kampala. Et ce bureau académique et scientifique pour l'assurance qualité, pour évaluer les programmes, ce bureau est financé par les gouvernements de ces pays. Et ce bureau évalue les programmes dans chaque pays. Dans chaque pays, les programmes sont évalués et il y a aussi, on peut faire ce qu'on appelle le ranking pour dire que voilà, la meilleure université, c'est telle, eu égard aux critères qui pourront se mettre sur pied. Et le 6e point, je vais m'arrêter ici, il y en a plus, c'est la professionnalisation du diplôme pour répondre aux besoins des entreprises. Dans LMD, il y a cet aspect de professionnalisation des diplômes. Les diplômes ne sont pas seulement pour les chercheurs, il ne faut pas seulement faire la filière qui amène à la recherche, mais aussi qui amène à l'exercice de profession. Donc, ceci pouvait aider, n'est-ce pas, pour attirer les finances des entreprises. Malheureusement, cet aspect important du processus de Bologne sera moins relevant pour la RDC par manque d'entreprises et des industries. Parce que, retenez, comme je l'ai dit, le système de Bologne voulait répondre à un besoin qui est l'harmonisation des programmes éducationnels au niveau de l'enseignement supérieur. Et ces gens mettent l'accent sur la mobilité, ce qui veut dire que celui qui a terminé en France peut aller travailler dans un autre pays de l'espace européen parce qu'il y a l'harmonisation des diplômes. Il y a aussi la différence entre la recherche et la professionnalisation de l'enseignement. Mais l'avantage, il y a beaucoup d'avantages dans ce système. Il y a aussi les compléments des diplômes parce que quand quelqu'un quitte un pays avec les diplômes obtenus dans le même système en France, il va par exemple en Italie, en Angleterre, il y a ce qu'on appelle complément de diplôme qui va donner les détails sur les crédits, un crédit avec combien d'heures présentielles, un crédit avec combien d'heures disons de recherche, et pour informer le cursus de l'étudiant de là d'où il vient et là où il va. Donc, très bien. Tant que nous ne serons pas en mesure de répondre à ces défis et nous nous lançons directement dans LMD,
c'est vrai. LMD n'est pas seulement le fait de réduire le nombre d'années et de réformer des programmes, mais il y a des défis à relever, il y a des prérequis pour donner une éducation de qualité. Voilà, je finis et je vous remercie. Très bien, très bien. Merci beaucoup, professeur Eyalé. Je pense que vous avez fait vous avez brossé l'essentiel du système LMD avec beaucoup de défis, notamment en termes de la qualité de l'enseignement. Ici, nous avons des effectifs qui sont pléthoriques. Il y a même toute cette question notamment de crédit STS. Comment arriver à organiser les heures présentielles et les heures de recherche. Voilà, il y a tout un tas de choses. Merci pour cette présentation très intéressante. Donc, je veux maintenant accorder la parole au public si vous avez des questions. Donc, je vois déjà une première personne qui a soulevé la main. Ici, je vois, c'est écrit iPhone, je ne sais pas exactement, mais voilà, vous avez la parole. Oui, merci beaucoup. C'est Anastasie Manzanga. Je suis une ok, ancienne. très bien. Voilà. Je remercie les professeurs pour sa présentation. Je suis heureuse aujourd'hui de prendre part à une activité beaucoup plus scientifique qui concerne quand même les anciens. Parce que jusque-là, on était au niveau des discussions politiques, mais je crois que maintenant, on commence à donner du bon contenu à notre groupe. Mon intervention va se pencher sur le défi. Il est vrai qu'il a relevé un certain nombre de défis, mais moi, je crois que, à mon sens, le plus grand défi, c'est parce que en RDC, on a transformé toutes les institutions en universités. Je crois que nous, quand on était encore à ce niveau-là, nous savions à l'époque qu'il y avait des instituts supérieurs et qui formaient des techniciens, c'est-à-dire des gens capables de prendre en charge les théories évoquées au niveau de l'université et de les contextualiser et de les pratiquer. Il y avait des praticiens de la science. Aujourd'hui, ça n'existait plus. Tout le monde est universitaire et théoricien. Et vous vous remarquerez aujourd'hui, moi je travaille dans une organisation internationale, je suis en charge d'un portefeuille important et nous recrutons souvent des stagiaires. Quand ils arrivent chez nous, et les stagiaires ont la difficulté de rentrer dans les professionnalismes, c'est-à-dire de répondre aux exigences et aux attentes de l'organisation. Du coup, après les stages, ils sortent, ils retournent dans la rue, on ne sait pas les capter, on ne sait pas les retenir. Tout simplement parce qu'ils viennent avec des théories. Ce sont des gens qui sortent tous des universités. Et là, on ne prend pas soin de lier. Et tel que les profs l'ont dit, il faut former les gens aussi à être capables d'être professionnels, à être capables d'être utilisés par les entreprises, par les organisations qui en ont besoin. Ça, c'est un premier élément. C'est-à-dire qu'on a rendu tous universitaires, tous théoriciens. Nous n'avons plus les praticiens. Deuxième élément que je voudrais partager. Aujourd'hui, l'enseignement et même les entreprises ont changé leur mode de travail. Ils ont changé leur mode d'embauche. Mais nous sommes restés dans des théories qu'il y a 10 ans. Je prends le simple exemple. Il y a plein de constructions ici à Kinshasa. On recrute des entreprises pour construire, mais vous trouverez que les Chinois vont nous ramener les tout travaux venant de la Chine. Parce que quelqu'un qui a été formé en architecture en RDC n'est pas capable de construire et d'aller à la hauteur. Quand déjà on commence à atteindre 5 niveaux, 6e niveau et au-delà, on n'est plus capable de se maîtriser et de travailler dans ces contextes-là. C'est-à-dire que nous devons lutter d'abord avant d'aller dans ces systèmes à revoir quand même la manière dont les systèmes d'enseignement évoluent. Très bien, très bien. Et un dernier élément, c'est que je dis merci pour tout ce qui est en train de faire. Je crois qu'on va continuer dans ce sens. Très bien, très bien. Merci beaucoup, Anastasie, pour les deux questions intéressantes.
Je veux proposer qu'on prenne encore quelques questions et on va donner la parole au professeur Yalé. Comme ça, il peut ramasser toutes les questions et répondre en une fois parce que nous avons aussi ces problèmes de gestion de temps. Donc, je m'en veux accorder la parole à Jacques, professeur Jacques Emina. OK. Excusez-moi, professeur, je voulais aussi demander Oui. la parole après le professeur Jacques. C'est Tamaris. Ah, OK. Je n'ai pas vu, vous n'avez pas soulevé la main, mais je vais noter. Parce que je vois ceux qui ont soulevé. Il y a Nazer Moko, Koubeta. D'accord. Je rentre dans la vidéo parce que j'avais mis seulement sans vidéo. Je rentre dans la vidéo. D'accord, ça va. Je notais. Je notais. Okay. Ouais. Oui, allez-y, Jacques Emina. Oui, bonjour à tous. Merci beaucoup pour la parole. Merci pour cet exposé très pertinent, en tout cas. Et je vais poser une question, je pense, mais j'ai quelques commentaires. J'adhère à tous les défis que le collègue vient de soulever ici. Il y a un vrai problème en RDC. C'est que nous ne sommes nulle part. Pourquoi? Puisque notre système éducatif ne peut pas être comparé à d'autres systèmes. Si nous prenons le pays de la zone franc, les anciennes colonies françaises, ils ont une certaine comparabilité. Mais chez nous, on ne peut pas se comparer avec les autres. Je donne l'exemple de l'étude de la démographie, puisque c'est mon domaine. Pour faire la démographie, tu as un graduat et tu vas faire une licence. Pour le même diplôme, tu vas aller après pour faire le master à l'IFOR au Cameroun. Tu as déjà fait 5 ou 6 ans au Congo, tu vas aller ajouter là-bas. Puisque ce que nous appelons licence chez nous, ailleurs, c'est pas la maîtrise. Donc, ça pose un problème déjà qu'au niveau de l'Afrique, nous sommes uniques. Et ça, c'est un premier défi. L'autre défi, c'est effectivement la volonté nationale et la volonté régionale. Nous subissons toujours, nous ne savons pas anticiper. Nous copions ce qui vient de l'extérieur. Quelle est la part du gouvernement congolais pour anticiper, réformer les programmes, vraies réformes, mettre l'argent pour que les chercheurs, les spécialistes réfléchissent et adapter le nouveau programme. Il y a un problème. L'Union africaine est là, la CAC est là. Quel est le plan de la CAC, quel est le programme de la CAC, le programme de l'Union africaine pour adapter un système d'enseignement comparable? On parle des aspects régionaux. Le pays de la zone franc, ils ont les CAMES, généralement, ils comparent leurs diplômes, et ainsi de suite. Mais nous ne sommes nulle part. Maintenant, quels sont, chers collègues, quels sont les atouts selon vous? Puisqu'il y a déjà, les défis sont là, la qualité de l'enseignement. Les masters, ailleurs, il y en a. Il y a le master professionnel. Tu fais le master juste pour travailler dans les entreprises hautes. Il y a les masters orientés vers la recherche qui vont faire le PhD. Mais chez nous, ça pose un vrai problème. Comme l'a dit Anastasie, tout le monde veut faire l'université. Donc, ça pose un problème. Le problème d'effectifs, c'est normal, puisque nous ne maîtrisons pas le chiffre de population. La population est nulle part comme priorité. Kinshasa seul a plus de 12 millions d'habitants. Il y a combien d'universités sérieuses, combien d'instituts supérieurs sérieux à Kinshasa? 12 millions, voilà. Ce sont là mes principales préoccupations. La question, très bien. La question, c'est quels sont les atouts? Les défis, nous les connaissons. Quels sont les atouts sur lesquels nous pouvons nous baser pour faire face aux défis et pour changer? OK. Donc, quels sont les atouts pour faire face aux défis et changer? Voilà. Pour quelles bases nous pouvons nous partir pour changer et arriver compte tenu des défis qui existent. Très bien, très bien. Donc, je pense que c'est noté. Maintenant, je veux accorder la parole à Tamaris. Si
voilà, pour poser la question. Qu'on essaye, il va nous rester presque une quinzaine de minutes. Et donc, dans ces 15 minutes, il faut qu'on résume bien la question pour qu'on donne la possibilité au professeur de répondre. Les micros, s'il vous plaît, mettez les micros, Tamaris. Voilà, ok, d'accord. Merci, professeur, pour cette initiative. Comme l'a dit nos prédécesseurs, nous encourageons cette initiative scientifique. Moi, je pense que ça vient au bon moment pour qu'on réfléchisse pour la génération future, parce que nous avons l'impression qu'ici, on improvise, on ne fait pas de planification. Alors, ma contribution serait que un des goulons d'étranglement, c'est le financement, comme l'a parlé le professeur Yalé. L'expérience que j'ai aussi dans les domaines, parce que je travaille dans les banques, je suis consultant maintenant, on a vu que chaque fois que nous devons former un agent, ça nous prenait 6 mois. Donc, conséquence, vous verrez que le banque ici, chaque banque a son académie pour venir former les gens à la pratique. Alors, pourquoi n'est pas une des solutions, pourquoi n'est pas envisager, sous l'initiative, je ne sais pas, de l'UPC ou du professeur Patrick, d'impliquer ces banques, ces institutions? Vous verrez que Vodacom a son académie, toutes les banques ont tendance à mettre l'académie, ce sont des sommes colossales qu'on met, alors que le métier n'est pas de former les gens. Alors, pourquoi n'est pas aussi envisager comme une sorte une piste de solution de travailler avec ces structures privées pour pouvoir mobiliser les fonds qu'il faut pour mettre en place ces systèmes qui demandent beaucoup de moyens. L'autre défi, c'est que nous voyons pourquoi on veut tout simplement mettre toutes les institutions universités, parce que ce sont pratiquement les mêmes professeurs qui sillonnent toutes les institutions supérieures ici. Les mêmes professeurs qui sont à l'université de Kinshasa, protestants, on les retrouve à l'Institut supérieur technique. Et du coup, les gens avancent les arguments comme quoi, pourquoi ne pas nous considérer comme université. Donc, il va falloir aussi savoir stratifier qui sont professeurs d'université, qui est-ce qu'on peut maintenir dans les universités, dans les instituts techniques. Voilà un peu ma petite contribution que j'avais. Allô? 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 Oui, allô? Allô, vous êtes là? Oui, on est là. Je pense que tout le monde est là. D'accord, parce que j'ai donné ma contribution, je suis arrivé à la fin. Oui, c'est prof Baki. Est-ce qu'il est là? Oui, je vois l'image, mais le son ne sort pas. Peut-être qu'il avait coupé son micro. On ne voit même pas. Oh, désolé, j'avais coupé le son, c'est ça? Voilà. J'avais coupé le son. Donc, je disais merci beaucoup pour cette contribution. On n'a pas assez de temps. Professeur Eyal va répondre tout à l'heure. Donc, je peux passer la parole à Koubeta et je vois, on va terminer avec Nazer Moko. Allez-y. Je vois qu'il... non, bon, voilà. On peut aller à Nazer. Okay. S'il vous plaît, c'est peut-être que vous avez fermé votre micro. Oui, merci, professeur. Allez-y. Vous m'entendez, prof? Très bien. On vous entend. Ok, merci beaucoup. Merci beaucoup. Sincèrement, d'abord, rapidement, et félicitations pour l'exposé qui est très profond. Et je crois que si on accélère dans cette culture, ça va beaucoup nous aider. J'ai deux modestes contributions. La première, est-ce qu'il n'y a pas lieu de penser à capitaliser l'expérience de ceux qui ont fait longtemps sur terrain dans certains domaines spécifiques, mais qui n'ont pas de titre de professeur ou qui n'ont pas continué l'enseignement de manière
de manière pratique, quoi. C'est-à-dire qu'ils peuvent apporter leur expérience par quelques petites ouvertures qui peuvent leur être accordées dans des exposés et tout ça, pour que cette expérience pratique sur terrain puisse à la pratique qui est vécue sur terrain. C'est ma première modeste contribution. Moi, au niveau du Congo, réfléchir mes deux petites contributions. Très bien, très bien. Donc ici, c'est la contribution de pourquoi est-ce qu'on ne peut pas demander aux professionnels d'être associés pour apporter leur expertise. Alors, je vois qu'il y a Prof. Célestin a quelque chose à dire. Alors, je prendrai alors qu'une dernière personne et nous accorderons la parole au professeur et y aller pour répondre. Allez-y, professeur Tabou. Merci beaucoup, merci de Yaoundé. Félicitations au prof à Bossela, que je connais très bien. Je n'ai pas suivi l'exposé de bout en bout, c'était entrecoupé, ainsi de suite. Mais j'ai juste une modeste contribution par rapport au European Credit Transfer System dont il a parlé quand la connexion était interrompue. Je voudrais dire que c'est des normes que si l'Union africaine avait pris la chose en main très tôt, on aurait introduit une sorte d'African Credit Transfer System. Nous n'avons pas l'obligation en Afrique de prendre les mêmes unités de mesures et de nominations européennes. Donc, le Congo peut allègrement prendre le Congo Credit Transfer System et définir, il faut juste respecter quelques petites normes en termes d'heures d'enseignement, le temps de l'étudiant, le temps du professeur, et ainsi de suite. Donc, chaque pays peut contextualiser le LMI et donner une nomenclature en termes de désignation de tout cela. Voilà, ça c'est une proposition qui a été faite ici il y a 10 ans à Yaoundé quand on a commencé à introduire cela au niveau du ministère de l'Enseignement supérieur, que si l'Union africaine prenait les choses en main, on pouvait plutôt introduire une sorte d'African Credit Transfer System au lieu de regarder les European Credit Transfer System. Merci, prof. Oh, très bien, très bien. Merci beaucoup, prof. Tagou. Donc, on n'est pas obligé d'utiliser des SCTS, European Credit Transfer System. Donc, on peut aussi utiliser Congo Credit Transfer System. Exactement. Ou autre chose. Oui. Voilà. Ceci étant, nous allons accorder la parole au professeur Bossalé, professeur Eyalé. Si, voilà, il y a eu plusieurs questions, je commencerai. Est-ce que vous avez noté toutes les questions? Mais la première était avec Madame Anastasie. Notamment en parlant du fait que son expérience dans l'entreprise est que les stagiaires ont des difficultés à s'adapter et qu'au Congo, toutes les institutions d'enseignement veulent devenir universitaires, etc. Et voilà. Est-ce que vous avez tout noté pour qu'on gagne le temps? Si vous avez oublié une question, je peux revenir. Je crois, oui. Je crois que j'ai pu noter ce que je pouvais. Allez-y. Alors, pour Anastasie, elle a fait d'abord les observations que j'ai aussi appréciées sur ce qui se passe sur le terrain. Et elle a remis en question, n'est-ce pas, l'aspect de professionnalisation, n'est-ce pas, de l'enseignement au Congo. Et là, c'est un problème sérieux parce que au Congo, tout est universitaire, tout est recherche. Et comme vous le dites là, toute personne veut aller vers la recherche. C'est comme si la professionnalisation semble, dans l'idée de beaucoup de Congolais, être moins importante que la recherche. Les deux diplômes ont la même valeur. Que ce soit le diplôme de recherche ou un master professionnel et un master de recherche, les deux diplômes ont la même valeur, mais le lieu d'opération, c'est différent. Mais au Congo, c'est vraiment ce qu'elle a dit là, c'est vraiment normal. Nous avons beaucoup de gens qui sont dans la recherche, mais qui, dans le milieu de travail, le rendement est vraiment médiocre. J'en connais assez à ce sujet-là. Ils veulent faire la recherche, mais la recherche a un objectif. Et ceux qui font la recherche, qui veulent faire l'université, mais à la fin de compte, ils ne veulent pas continuer la recherche et aller dans l'enseignement. Vous le verrez toujours chercher à aller dans la professionnalisation,
qui n'ont pas pu assimiler comme il se doit pendant les études. Moi, je pense que le gouvernement congolais doit penser un peu dans le système que le gouvernement est en train de pousser l'MD, doit penser à la professionnalisation de l'enseignement. À l'université, il n'est pas seulement même le fait de faire l'université. Je connais les universités qui ont des filières professionnelles. Il n'y a pas que la recherche. Quand vous allez dans ces pays européens qu'on sort, à part les hautes écoles et qu'on sort, mais il y a aussi dans les universités les filières professionnelles. Donc, il y a lieu de balancer les deux. Mais au Congo, il faut le dire, on n'a que la recherche, les études de recherche. Mais on affecte les gens dans les entreprises et consorts. Et c'est normal, Nathalie, que nous puissions voir un peu beaucoup de lacunes à ce niveau-là, parce qu'il n'y a pas de professionnels. OK, très bien. Le système d'éducation au Congo qui va de 5 ans. Là, on en a décrié depuis longtemps. Et le Congo était le seul pays où on avait une licence de 5 ans. Et même ce qui nous a amené ce système-là de graduat, qui n'existe nulle part au monde, de 3 ans, après le diplôme d'État, 3 ans là, vous n'en verrez pas ailleurs. Même la Belgique qui nous a amené le système, on a quitté depuis longtemps quand ils sont entrés dans l'espace européen qu'on sort. Donc, les deux qui étaient là, les deux, tout ça, on a abandonné pour aller dans un système. Donc, c'est bon de se rattraper, mais il faut aussi avoir... Jacques aussi a parlé des atouts que nous avons et comment relever les défis, n'est-ce pas, pour changer. Le changement, je pense que a commencé depuis longtemps. Je me souviens du temps de Machako qui avait mis sur pied ce système, mais qui s'est arrêté à mi-chemin. Mais on est en train, on est dans le chantier de ce système, mais il ne faudrait pas que nous y courions pour le plaisir de le faire. Mais il ne faudrait pas que nous y demeurions. Le pouvoir organisateur doit être interpellé. Mes amis, si vous voulez tuer une nation, tuez le système éducatif. Et c'est ça, c'est là où le Congo est en train de mourir. Et Mandela a si bien dit, si l'éducation est une arme que l'on peut utiliser pour transformer, et au Congo, nous avons un problème, l'éducation est par terre. Ça, il faut l'avouer, il faut qu'on se le dise. Parce qu'on enseigne, on voit un peu les travaux des étudiants qu'on sort. Donc, le gouvernement, le pouvoir organisateur qui est le gouvernement, doit mettre du paquet pour la réforme éducationnelle. Okay. Pourquoi ne pas envisager, n'est-ce pas, les banques des institutions? Oui, votre micro. Allô? Vous m'entendez? Oui, ça va. On ne vous entendait pas bien, mais allez-y. Alors, je disais, Damaris, qui a soulevé un souci, en disant pourquoi ne pas envisager que les banques, les institutions qui ont les académies dans les institutions, pourquoi ne pas mobiliser les fonds et amener au système de professionnalisation, par exemple. À Tamaris, il faut savoir que la réforme éducationnelle est d'abord la responsabilité du pouvoir organisationnel. Ça d'abord, c'est le pouvoir organisationnel. Mais les privés peuvent sauter là-dessus. Et le défi que vous lancez au professeur Patrick, c'est normal. Aborder les institutions, disons les institutions privées, les banques et consorts, pour arriver à la professionnalisation. Ça peut se faire. Les privés peuvent prendre cet avantage-là. Je prends l'exemple du Conseil interuniversitaire pour l'Afrique de l'Est. Dans ces réseaux-là, ils ont les hommes d'affaires, les entreprises et consorts, ils ont des réunions toujours, des réunions où on voit les académiciens et les secteurs privés. Le secteur privé va dire, oui, nous avons besoin que vous nous fournissiez les gens qui sont professionnels, qui répondent aux besoins des entreprises. Voilà ce que nous voulons. Et aussi, le secteur privé, les institutions doivent dire, bon, quel genre de professionnels que vous voulez. Et il y a des réunions qui se font entre les secteurs privés, les entreprises et les académiciens, c'est l'aspect académique, pour voir quel genre de curriculum, quel genre de cursus nous pouvons faire pour que nous répondions aux besoins, n'est-ce pas, des entreprises. Ça s'est fait à Interuniversité.
quand c'est pour l'Afrique de l'Est. Donc, nous pouvons aussi réfléchir. Malheureusement, au Congo, je ne sais pas quelles sont les entreprises que nous avons là, mais c'est faisable. Et Nazer, qui parlait un peu si on ne peut pas emprunter l'expérience de ceux qui ont fait longtemps sur le terrain. Je vous assure que dans la professionnalisation, parce que j'ai dirigé mon ami, professeur Tagou, qui m'entend ici, j'ai dirigé une institution, une université, dans laquelle nous faisions appel pour les étudiants qui font le management, qui font la filière bancaire. On a mené les gens de la banque pour venir animer des conférences, des sessions au niveau de l'université pour les étudiants qui font cette filière-là. Donc, nous avons souvent ce complexe de supériorité pour voir que nous sommes académiciens. L'autre n'a qu'une licence et tout ça. Mais je vous apprends que même en Europe, on admet les gens dans les niveaux supérieurs à partir de l'expérience qu'ils ont eue dans le travail. Quelqu'un qui a un directeur qui a 20 ans d'expérience, tout ça, en banque, s'il va faire maintenant les études en banque, il sera vraiment, on va comment on appelle, dispenser de certains cours et consorts, ce qui n'est pas chez nous, on est trop rigide. Mais c'est possible que nous puissions utiliser pour la professionnalisation de nos enseignements ceux qui ont l'expérience afin de partager leur expérience. Je suis d'accord avec mon ami, mon cher ami, professeur Tagou, pour la nomenclature des STS et donner le nom qui revient à nous en respectant au moins les principes. Nous ne pouvons pas seulement faire des copies-coller, nous pouvons contextualiser, mais en respectant les principes de semestrialisation. Donnez le nom que vous voulez, respectez la semestrialisation, et aussi le nombre de crédits, c'est pour aider un peu l'harmonisation. Quand il y a mouvement, quand il y a transfert, quand il y a échange, pour que cela ne pose pas de problème, qu'on voit que les diplômes sont au même niveau. Donc, je suis d'accord avec lui aussi pour dire aussi que l'Union africaine doit se réveiller. Il a commencé cet aspect des choses de revoir un peu les aspects académiques et consorts, mais l'Union africaine laisse beaucoup de choses à mi-chemin. Et l'un des chantiers que je me bats pour, c'est l'agenda 2063. Un programme très bien conçu, initié par les chefs d'État, adopté par l'Union africaine, mais qui n'est pas popularisé. Je me bats pour faire un effort dans différents pays, je peux pour faire ça. Donc, l'Union africaine n'arrive pas à finir les projets qu'il commence et laisse à mi-chemin. Donc, il revient à nous d'être un peu beaucoup créatif et contextuel dans l'adaptation de l'enseignement au niveau de nos pays. Je vous en remercie. OK. Très bien. Je Je pense qu'on a fait le tour de toutes les questions. Il nous reste juste 5 minutes, 4 minutes pour terminer la session. Je voulais bien me rassurer que tous les points ont été abordés. Voilà. Bon, si vous permettez, professeur. Allez-y. Oui, je sais qu'en RDC, il y a eu un arrêté en RDC, un arrêté en 2014 pour l'introduction du système LMD. Mais maintenant, qu'est-ce qui a fait le blocage? Qu'est-ce qui s'est passé pour que de 2014 à aujourd'hui, rien n'a bougé? Est-ce parce que les enseignants qui sont, excusez-moi le terme, de la vieille garde dans les universités congolaises ne veulent pas bouger les lignes ou quoi? Parce que c'est, comme le professeur Bossela l'a dit, ça freine énormément les étudiants congolais à tous les niveaux. Vous voyez un peu? Okay. On peut avoir un PhD en 8 ans après le diplôme d'État. Mais au Congo, c'est impossible. Ce n'est pas bien. Donc, je ne sais pas si vous qui êtes sur le terrain, qui enseignez, qui connaissez les mains du ministère, qu'est-ce qui s'est passé? L'arrêté de présidentiel de Joseph Kabila de 2014, c'est devenu quoi au Congo? Qui a introduit le LMD dans le système universitaire? Très bien. Très bien. Je crois que l'arrêté a déjà été là, qui a déjà été voté, mais l'idée était que la mise en œuvre du système LMD devait se faire de manière progressive. Et donc, il y a eu quelques institutions qui ont été choisies pour démarrer avec ce système.
de manière à évaluer. Et je crois que maintenant, on est dans ces processus-là. Donc, quelques filières ont été autorisées à commencer. Mais comme on sait que l'adaptation, ça va demander, et notamment au niveau de la réglementation et de la mise en œuvre, beaucoup d'éléments. Donc, ça s'est fait de manière assez progressive. Mais il y a aussi de ces universités qui peuvent faire une demande, notamment auprès du ministère de l'Enseignement supérieur et universitaire, en disant, voilà, nous voulons aller dans ces systèmes. Et donc là, ils doivent avoir l'aval ou une accréditation spécifique du ministère à ces sujets. Ah, d'accord. Merci. Merci pour les clarifications. Très bien. Aussi, si professeur Patrick peut permettre. Allez-y, il nous reste 2 minutes. C'est une observation que je peux faire. Le doctorat au Congo est resté chasse à garder. OK. Quand vous voyez l'Université nationale qui a autant d'étudiants et consorts, vous demandez par an, ils sortent combien de docteurs? Ici au Kenya, nous, à l'université, par exemple, l'Université de Nairobi, par promotion par an, ils sortent pas moins de 80 docteurs. Une université. Ouais. Mais au Congo, vous allez compter quelqu'un qui a commencé le doctorat va en finir après 15 ans, après combien d'années, je ne sais pas. Donc, il y a un problème. Le doctorat, pour les vieux, ceux-là qui ont été là de professeurs depuis longtemps, c'est resté chasse à garder, chasse à garder. Ils ne permettent pas aux jeunes, n'est-ce pas, d'aller parce que non, il est encore jeune, non, il n'a pas encore l'expérience. Non, ce n'est pas ça le problème. Il y a un problème au niveau d'une mauvaise foi, si je peux l'appeler. Merci. OK, très bien. Donc, il me reste qu'à vous souhaiter d'abord à remercier professeur Eyalé pour cette brillante intervention. Je pense que ça nous a aidé à bien comprendre les systèmes LMD, notamment en RDC, mais aussi le défi auquel on doit faire face. Et l'un des défis les plus importants, c'est le défi de la qualité. Et donc, il ne me reste qu'à vous remercier, professeur, pour ces temps. Et comme je l'ai dit, la session est enregistrée. Je pense qu'on pourrait avoir la possibilité de revenir un peu plus tard pour ceux qui avaient raté cette session. Et donc, ils peuvent aussi le revoir. Voilà. Professeur Eyalé reste disponible. Tout celui qui a encore une question ou une discussion, qui a encore des idées sur dire quelles sont les étapes futures à prendre. Donc, n'hésitez pas de le contacter ou de me contacter pour qu'on arrive à faire cela. Voilà, merci beaucoup à tous et bonne journée. Bonne journée, prof. Merci. Bonne journée. Okay, merci. Merci beaucoup. Merci. 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 On reste en contact. Très bien. Alors, prof, merci beaucoup. Merci pour le temps passé ensemble. Oui.